Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité, la délégation de parlementaires allemands qui a entrepris une visite de travail dans notre pays s'est rendue hier à Tadjoura où elle a pu constater de visu le fonctionnement et l'apport humain de l'orphelinat SOS Village qui a été construit avec l'appui de la coopération allemande. Et concernant la situation en Syrie, Washington a décidé de suspendre ses pourparlers avec Moscou. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République quittera la capitale cet après-midi pour Addis Abeba où sera inauguré demain le tronçon de voie ferroviaire Addis Abeba-Meisso. Eh bien, l'Éthiopie qui mettra en service sa ligne de chemin de fer à écartement standard, assurant la liaison entre la capitale Addis Abeba et l'État de Djibouti en mer Rouge en octobre 2016. Ce projet est en centre des programmes de création de nouvelles entreprises manufacturières en Éthiopie et au cœur de la stimulation commerciale. La voie s'étend sur 800 km et a été construite par China Railway Corporation à un coût de 3,5 milliards de dollars. Cette cérémonie top à point nommé, c'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Mohamed Idriss Farah, vous l'entendrez tout à l'heure, dans un point de presse. Il a précisé que cette inauguration intervient près d'un siècle après l'inauguration de la première ligne ferroviaire reliant Djibouti à Addis Abeba. M. Mohamed Idriss Farah a indiqué que la nouvelle ligne ferroviaire reliera d'abord l'Éthiopie et Djibouti, mais s'étendra ensuite aux pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Je vous propose de l'écouter. C'est un privilège et un honneur extrême pour moi-même et l'ambassade de Djibouti, tous les diplomates et le staff de l'ambassade ici, pour être présents à cette cérémonie. Je crois que ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est une première chose que je voulais souligner parce que effectivement, c'est un élément extrêmement historique pour l'intégration économique sur lequel nous travaillons avec l'Éthiopie. Bien entendu, non seulement le président de la République arrive à cette cérémonie extrêmement importante, mais également la présence bien sûr du Premier ministre, mais aussi du président togolais qui a été aussi invité pour justement démontrer l'intégration future du continent. Et ça, c'est un élément extrêmement important et ça conforte l'agenda de l'Union africaine qui est une intégration économique entre les différents pays africains. Et donc nous sommes en réalité les pionniers Djibouti et l'Éthiopie pour cette intégration et la mise en place de l'agenda 2063 et nous le disons souvent à l'Union africaine que l'exemple d'intégration du continent africain doit être l'exemple de Djibouti et de l'Éthiopie. Donc c'est quelque chose de très important. Bien sûr, le chef de l'État arrive tout à l'heure pour prendre part à cette cérémonie demain avec une très forte délégation composée de nombreux ministres et donc nous allons demain lancer la première partie de cette cérémonie, la deuxième étant à Djibouti le mois prochain, qui va parachever la cérémonie officielle du lancement de ce chemin de fer qui est binational en deux temps. Oui, ça a toujours été le lien séculaire, le chemin de fer, quand on se rappelle du chemin de fer entre l'Éthiopie et Djibouti, qu'on a appelé le chemin de fer franco-éthiopien à l'époque, puis Djibouti-éthiopien à l'époque, c'était un lien séculaire entre les deux peuples. Et donc ça permettra, bien entendu, de faciliter le mouvement des populations entre Djibouti et l'Éthiopie, mais également d'intensifier le volume en fret des marchandises qui viennent vers l'Éthiopie. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons par jour près de 1000 camions éthiopiens qui utilisent la route pour venir à Djibouti et 1000 autres pratiquement qui viennent de Djibouti. Tout ça pour approvisionner 100 millions d'habitants et c'était le chaînon manquant, ce train, pour justement aider à accélérer cette intégration économique et je crois que c'est un élément extrêmement important, attendu par nos deux peuples, je tiens à le dire, et donc ça va être un élément extrêmement important pour nos populations, pour connecter davantage les peuples, parce que nous avons beaucoup d'accords avec l'Éthiopie, nous travaillons sur une intégration économique, l'entente entre les deux pays au niveau des États est parfaite, mais il faut connecter les peuples. Et ça va être un élément supplémentaire pour mettre en rapport les populations qui vont, encore une fois, aller d'un pays vers l'autre. Voilà, le diplomate djiboutien qui a par la suite rendu un vibrant hommage au chef de l'État Ismaël Marguerite, qui a-t-il dit par sa décision courageuse prise avec l'ancien Premier ministre éthiopien Meles Zenawi, avait consenti à lancer le chantier d'une nouvelle ligne de chemin de fer électrifié et répondant à des normes ou standards modernes. On écoute.
le hasard est toujours bousculé par des dirigeants et des visions politiques, de deux dirigeants notamment, l'ancien Premier ministre éthiopien Meles Zenawi et le président Gele, qui ont été les porteurs de cette vision. Bien entendu, nous avions besoin d'un partenaire pour faire coïncider ce hasard du temps pour qu'on puisse terminer le train et avoir finalisé et célébrer cette cérémonie demain. Et ce partenaire est un partenaire stratégique qui est la Chine. Et je tiens à rendre hommage à la Chine parce qu'en 2 ans, vraiment, un travail colossal a été fait, que personne n'imaginait. Et encore une fois, ce chemin de fer est la renaissance. J'ai discuté hier avec des collègues ambassadeurs ici qui me disaient c'est véritablement une renaissance. Et ils se posaient la question de savoir pourquoi les Français sont pas là. Donc nous avons dit que la France n'avait peut-être pas envie d'aider l'Afrique à se développer et encore moins la francophonie. Donc un partenaire stratégique que nous avons important aujourd'hui, c'est la Chine. Et je me rappelle du dernier discours de Meles Zenawi qui disait à l'Union africaine que le développement de l'Afrique se trouve à l'Est et plus à l'Ouest. Donc c'est parfaitement ce qui se passe maintenant dans notre région. C'est un moment parfaitement historique que nous devons célébrer. Nous allons commencer à célébrer demain avec nos frères et nos sœurs éthiopiennes ici à Addis Abeba. Mais nous allons célébrer dans un mois à Djibouti avec nos Djiboutiens, sous le soleil de Djibouti. Je crois que nous allons faire également un tronçon, un parcours entre Djibouti vers Addis Abeba, de la même manière qu'on fera un tronçon demain sur la ligne du nouveau chemin de fer de quelques kilomètres. Et nous allons également célébrer à Djibouti. C'est vraiment quelque chose de très très important. Et j'encourage tous les Djiboutiens qui sont pas là aujourd'hui à participer vraiment à la célébration que nous allons faire, que Djibouti et l'Éthiopie vont faire à Djibouti dans un mois, qui est vraiment un élément extrêmement historique et qui démontre la volonté et le développement de notre pays depuis que le président est à la tête de ce pays, tout simplement. Et ça, c'est important. Voilà, inauguration qu'on va suivre demain sur nos antennes. Inaugurer demain le tronçon de voie ferroviaire Addis Abeba, mais sous en présence du chef de l'État et du Premier ministre éthiopien, bien sûr. Actualité à Djibouti, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu hier en fin de matinée une délégation parlementaire allemande. Cette rencontre s'est déroulée à l'Assemblée nationale. La délégation allemande a été conduite par le député Dagmar Wold et a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti à Bonn, M. Aden Mohamed Deleta, ainsi que des hauts cadres de l'Assemblée nationale. Les discussions entre les membres de la délégation allemande et le président de l'Assemblée nationale ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale et les relations entre les deux pays et les deux peuples. Et cette même délégation qui s'est par la suite rendue à Tadjoura, où elle a pu constater de visu le fonctionnement et l'apport humain de l'orphelinat SOS Village qui a été construit avec l'appui de la coopération allemande, on le rappelle. Avant d'aller sur les lieux indiqués dans leur programme de séjour, les parlementaires allemands ont rendu une visite de courtoisie au sultan de Tadjoura. Ils ont pu également rencontrer à la préfecture de la ville pour des discussions informelles les responsables régionaux et les chefs coutumiers de la ville blanche. Une rencontre similaire s'est déroulée avec le mouvement associatif des femmes de Tadjoura. La délégation allemande a pu se rendre à Tadjoura en accompagnant une forte délégation ministérielle comprenant la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Hamad, le ministre de la Décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, des parlementaires de la région, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti à Bonn, Aden Mohamed Dileta. Un accueil des plus chaleureux a été réservé à l'ensemble de la délégation à son arrivée à l'embarcadère du port de Tadjoura. Après les multiples rencontres, le personnel et les pensionnaires de l'orphelinat ont à leur tour démontré toute leur joie de recevoir les visiteurs.
Eh bien, quelques animations de chant et de danse ont été présentées en l'honneur des parlementaires allemands. Ce centre, SOS Village, accueille et héberge de nombreux orphelins de la région. Il est géré par SOS Village International. Et l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Ileta, a précisé à la presse que la délégation des parlementaires allemands a entrepris un voyage de 3 jours à Djibouti pour rencontrer les autorités du pays et évaluer l'impact de la coopération allemande, notamment le fonctionnement de l'orphelinat SOS Village à Tadjoura. L'étude et la mise en chantier d'autres projets ont été également discutés. L'ambassadeur a souligné que la délégation a tenu des réunions informelles qui ont eu lieu à la fois avec les autorités administratives, les chefs coutumières ainsi que les associations des femmes. La question de la formation technique et professionnelle des jeunes pour les sortir des sous-emplois a été largement débattue avec les parlementaires allemands, a ajouté l'ambassadeur. Ces formations techniques et professionnelles doivent répondre aux activités créées par la réalisation des nombreux projets d'infrastructures, notamment les ports et la route Tadjoura-Balho. L'Allemagne est un pays très avancé en matière de formation technique, c'est ce qu'a ajouté l'ambassadeur. Par la suite, le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a estimé pour sa part que la visite de la délégation des parlementaires allemands à Tadjoura aura des retombées positives à court terme. Selon lui, la formation des jeunes de Tadjoura sera prioritaire. Le ministre Hamadou Mohamed Aramis a enfin qualifié de franches et de très positives les discussions qui ont eu lieu entre les parlementaires allemands et les habitants de la région. Ils ont pu rencontrer tout un panel de représentants dans les femmes. Et quant à la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Momina Hamed, elle a estimé que grâce à la formation technique que pourront prodiguer les experts allemands, de nombreux métiers seront également maîtrisés. On écoute. La visite à Tadjoura aujourd'hui avec la délégation allemande s'inscrit dans le cadre de la coopération et la République de Djibouti et l'Allemagne. La délégation était composée de l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne ainsi que le ministre de la décentralisation, les députés parlementaires de la région et une délégation de parlementaires allemands et l'ambassadeur d'Allemagne. Nous avons été accueillis à notre arrivée par les autorités de la région. Le sujet emportait sur les activités que la coopération allemande soutient dans la région de Tadjoura, tels que le projet SOS Village, ainsi que 2 autres sujets ont été phares dans les échanges avec cette délégation. C'était sur comment rendre autonome la femme et l'emploi des jeunes. Vu que la région est en train de se développer, est-ce que le gouvernement a anticipé sur ce développement en essayant d'anticiper et créer de la formation pour les jeunes et comment la coopération allemande pouvait soutenir le gouvernement djibouti dans ses projets d'emploi. On a parlé de formation, on a parlé de jumelage et nous avons parlé aussi de coopération pour étendre le projet SOS Village. Les discussions vont continuer au niveau de Djibouti et nous comptons développer et renforcer cette coopération à d'autres régions que celle de Tadjoura. Djibouti et peut-être dans le sud certainement. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'Égypte qui fête ses anniversaires. L'ambassade de l'Égypte à Djibouti a célébré hier soir au Kepensky Palace Hotel le 64e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952 et la victoire du 6 octobre 1976. De nombreuses personnalités djiboutiennes ont assisté à cette cérémonie commémorative, parmi lesquelles le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmad, notre ancien ambassadeur au Caire, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed Ahmad, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, ainsi que des très nombreuses personnalités, des hauts cadres et de l'administration et des représentants de la société civile. L'ensemble du corps diplomatique et du cercle consulaire accrédité à Djibouti a pris part, idem des représentants des organismes onusiens. Les convives ont été accueillis et salués à leur arrivée sur les lieux par l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, M. Ahmed Adel Subhi et ses proches collaborateurs. Après l'interprétation successive des hymnes nationaux des 2 pays, l'ambassadeur Ahmed Adel Subhi a donné le coup d'envoi de la cérémonie festive en procédant au symbolique geste de coupure du gâteau d'anniversaire. Ce dernier avait, la veille, fait une déclaration à la télévision nationale pour marquer cet événement.
Dans son discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur Ahmed Adel Sobhi a salué les bonnes relations existantes entre la République de Djibouti et l'Égypte. Une très bonne entente caractérise ces relations, a-t-il précisé. Selon le diplomate égyptien, l'une des priorités de son pays à ce moment est de créer des partenariats durables avec les pays arabes et africains. On l'écoute. Je vous en suis vraiment reconnaissant pour être là ce soir, célébrer avec nous la fête nationale de la République arabe d'Égypte et aussi la commémoration de notre victoire à la guerre du 6 octobre. Ces dernières années, l'Égypte a vécu d'importants événements et fait face à des défis sans précédent. Mais elle avance à pas sûr pour surpasser ces défis. L'une des priorités de l'Égypte en ce moment est de créer des partenariats durables, surtout avec les pays arabes et africains dont elle fait partie. Djibouti appartient à ces deux sphères importantes de la politique d'Égypte. La relation entre nos deux peuples date de des milliers d'années et ont témoigné de forts progrès dès l'indépendance de Djibouti, surtout sur le plan politique. On espère que ces excellentes relations se refléteront de plus en plus dans les autres domaines, de façon à ce que la nouvelle génération à Djibouti puisse en bénéficier de ces relations exceptionnelles. Je suis reconnaissant pour tout le support qui m'a été accordé par les responsables à Djibouti à tous les niveaux, en espérant qu'ensemble, nous pourrons avancer et apporter à d'autres niveaux les relations entre nos deux pays frères. Je saisis cette occasion pour remercier tous mes amis et collègues, ceux qui sont ici présents et ceux qui ont déjà quitté Djibouti, pour leur soutien dès mon arrivée, il y a presque un an maintenant. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie inaugurant officiellement l'ouverture d'une section filles au sein de l'Institut islamique à Djibouti s'est déroulée ce matin au sein de cet établissement scolaire. La cérémonie a été présidée par le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Jamil Ben Abdelrahman, en présence notamment du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Aboubacar Hassan, ainsi que le directeur de l'Institut islamique saoudien à Djibouti, Cheikh Aref Al-Amri. La création d'une section féminine au sein de l'Institut islamique s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par cette institution pour renforcer ainsi la culture et la langue arabe dans tous les pays musulmans. Elle reflète les bonnes relations existantes entre les deux pays frères. L'Institut islamique à Djibouti accueille plus de 600 élèves et environ 45 enseignants. Cet événement coïncide aussi avec la célébration récente de la fête nationale en Arabie Saoudite et la rentrée 2016-2017. 12 ans après son inauguration par le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, l'usine de fabrication des poches de soluté Jeep Pharma renouvelle ses équipements de production devenus vétustes. Des équipements plus performants y ont été acquis. Ils permettent d'augmenter la capacité de la fabrication des injectables. L'usine qui a pignon sur rue à l'ancienne zone franche du port de Djibouti approvisionne tous les hôpitaux en solutions destinées aux soins médicaux. Jeep Pharma fait donc peau neuve. C'est le dossier de cette édition. Commentaire. Sérum physiologique de 500 mg, glucose, rivière lactate, eau de dialyse, entre autres. Ces injectables pour besoins de soins médicaux sont produites ici à Jeep Pharma depuis plus de 10 ans. Durant ce temps, les machines se sont essoufflées. Elles viennent d'être remplacées par des machines flambant neuves et plus performantes. C'est le cas de cette machine qui ressemble à un groupe électrogène. C'est une unité de refroidissement, de fabrication d'eau glacée plutôt, qui permet de refroidir tout l'ensemble de l'unité qui, à leur tour, purifie, filtre et fabrique de l'eau distillée. Parmi les équipements renouvelés, figurent aussi en bonne place ces machines qui sont au cœur de la production. Cette majestueuse cuve de près de 6 mètres, par exemple, vient d'être installée. Oui, ça va. Oui. Là, on a changé des pages. On va voir. Avec cette nouvelle cuve qui a 15 000 litres d'eau glacée, elle va augmenter notre capacité de production de 50 à 75%. Alors, ces nouveaux équipements ont-elles réellement boosté la production?
Pour vérifier, Deep Pharma accepte pour la première fois qu'une caméra s'introduise dans la zone de production où même l'air est hyper stérilisé. À Deep Pharma, on ne badine sur les normes calquées sur le laboratoire français Aguetan. Un processus de fabrication de pointe maîtrisé par les 40 employés de Deep Pharma, tous djiboutiens. Des techniciens, laborantins, biologistes, chimistes, pharmaciens, qui se relaient tout au long de la chaîne de fabrication des solutés. Du remplissage des poches à l'empaquetage en passant par l'étiquetage au suremballage. Tout est automatisé. Et avec les nouvelles machines, l'unité de fabrication tourne à plein régime, jour comme de nuit, avec une cadence de production qui va en flèche. La capacité de production avant était de 400 poches par heure. Maintenant, on est passé de 400 à 800 poches par heure. Une production qui a donc doublé. Pour autant, ce qui fait la fierté de Deep Pharma, c'est surtout la qualité de ses solutés. Nos produits sont conformes à la pharmacopée européenne. Comme vous le voyez bien, en les comparant avec les produits des pays limitrophes, nos produits font largement la différence. Ils peuvent supporter jusqu'à 3 tonnes de pression, contrairement aux produits limitrophes. Une résistance due au suremballage qui protège mieux les poches de solutés de Deep Pharma. Quant au contenu des solutions, il est également soumis à un diagnostic rigoureux. Le contrôle des poches est d'abord visuel, effectué par un laboratoire. Puis les poches sont mises en quarantaine durant 2 semaines, explique le responsable de production de Deep Pharma, Dr Fouad Abdelrahman, avant de passer ensuite au laboratoire pour des analyses microbiologiques, entre autres. Une fois la production finie, nous gardons les produits en quarantaine le temps de finir les analyses physico-chimiques et biologiques pour une durée de 14 jours afin d'éviter toute contamination microbienne ou bactériologique de nos produits. Les produits du jour ne sont pas tout de suite livrés. En effet, Deep Pharma a une politique de stocker une importante quantité d'injectables. L'objectif, assurer en toutes circonstances l'approvisionnement de tous les hôpitaux du pays. Nous gardons une quantité de minimum 4 mois afin de remédier aux besoins nationaux de Djibouti. Comme nous avons pu gérer la situation durant l'installation de notre nouvelle unité de gros froid, nous avons utilisé notre stock de réserve, comme vous le voyez au niveau des étagères, afin d'assurer le besoin réel. Deep Pharma fait donc peau neuve tout en renforçant sa capacité de fabrication des poches de solutés. Des nouveaux équipements qui donnent à l'unité un nouveau souffle pour aller de l'avant dans la fabrication des solutés 100% made in Djibouti. Également dans l'actualité, l'équipe de l'Union nationale des femmes djiboutiennes continue sa campagne de sensibilisation pour l'arrêt total des mutilations génitales féminines à Djibouti. C'est ainsi qu'après la capitale, l'équipe de l'UNFD avec ses 2 responsables, Mariam Kako et Halima, ont tenu hier une séance de sensibilisation sur les MGF Arta en présence des responsables d'associations féminines et des ulama. L'assistance était très attentive aux plaidoiries et ont suivi avec intérêt le sketch présenté par l'équipe du projet de l'UNFD. Il faut dire que l'Union nationale des femmes djiboutiennes a été de longue date le fer de lance de la lutte contre les MGF. Des campagnes de sensibilisation y sont menées sur l'ensemble du pays pour contrer ces pratiques néfastes à la santé des jeunes filles et des mères lors de la procréation. Outre la région d'Arta, l'équipe de l'Union nationale des femmes djiboutiennes chargée de sensibiliser la population sur l'arrêt total des MGF, Madame Mariam Kako et Madame Halima, se sont rendues cette semaine, Madame Ali Sabiye, notamment dans les villages reculés de Ali Adé et de Assamo. Des réunions de sensibilisation suivies de débats interactifs ont regroupé les différents acteurs du développement dans ces villages. Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes sont unanimes pour rejeter ces pratiques qui nuisent à la santé des filles et des futures mères de famille. L'actualité à présent hors de nos frontières concernant la situation en Syrie, Washington a décidé
de suspendre ses pourparlers avec Moscou. C'est la porte-parole de John Kerry qui a affirmé l'information hier. Les États-Unis ont suspendu les pourparlers de paix en Syrie avec Moscou. Après 15 jours de bataille diplomatique, Washington jette l'éponge. Une défaite pour Barack Obama qui espérait relancer avant son départ une trêve bafouée depuis trop longtemps. Elisabeth Trudeau a accusé la Russie et le régime syrien d'avoir intensifié les attaques contre les civils, d'avoir ciblé les hôpitaux et d'avoir empêché le déploiement de l'aide humanitaire sur le terrain. Et avec le soutien de Moscou, l'armée de Bachar al-Assad sème la terreur. Hier, après avoir détruit un nouvel hôpital à Alep, l'armée syrienne a frappé Douma, l'autre bastion des insurgés à l'est de Damas. Des dizaines de raids aériens y sont menés chaque jour avec toutes sortes de bombes et de missiles. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie s'est déclaré prêt à tout pour faire taire les armes. Les habitants de Douma n'y croient pas dans leur cave et leur abri de fortune. Ils se préparent déjà au pire, la mort. À l'étranger, toujours le japonais Yashinori Oshumi reçoit le prix Nobel de médecine 2016. Le japonais Oshumi s'est vu remettre le prix Nobel de médecine pour cette année, la somme de 834 000 euros pour ses travaux de recherche sur l'autophagie, un processus de nettoyage et surtout de recyclage dans la cellule. Et c'est à Stockholm, en Suède, depuis l'Institut Karolinska, que Thomas Perlan, secrétaire du comité Nobel de médecine, a annoncé l'attribution du prix à ce japonais pour ses découvertes de mécanismes de l'autophagie. Cela fait 27 ans que ce biologiste nippon travaille sur ses recherches à l'université de Tokyo, où il a presque fait toute sa carrière. Le concept d'autophagie, qui signifie se manger soi-même, est apparu dans les années 1960. Les difficultés étudiées le phénomène faisaient qu'on en savait peu jusqu'à ce que, dans une série d'expériences au début des années 90, Yoshinori Oshumi utilise de la levure de boulanger pour identifier les gènes essentiels à l'autophagie et montrer qu'un mécanisme similaire est employé dans nos cellules. Il a ainsi trouvé des clés essentielles à la connaissance du vieillissement et de la réponse du corps à la faim et aux infections. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une poignée de minutes pour le Focus. Restez avec nous.